Ismaïl avait publié un décret d'après lequel celui qui dessèche un marécage devient son propriétaire. D'après ce décret, El-Sakakini Pacha était le propriétaire du marécage du Cheikh Qamar, surnommé plus tard par le marécage de Qarqa, d'après un des émirs du sultan An-Nasir Mohammed ibn Qalaoun. C'est pourquoi la place et la rue où se trouvait ce marécage sont surnommés Al-Sakakini. Al-Sakakini Pacha est devenu un des hommes d'affaires les plus célèbres en Égypte. Le Khedive Ismaïl l'a invité pour assister à la cérémonie de l'inauguration du canal de Suez, qui était une occasion internationale. De son côté, le pape Léon le III lui a décerné le titre de comte comme signe d'appréciation de ses œuvres de bienfaisance, comme l'orphelinat et l'église des Roumains orthodoxes qui les a construits dans la région du quartier du Vieux-Caire. Le Khedive Abbas Hilmi II l'a invité à la cérémonie de son accession au trône en 1899. Habib Gabriel Sakakini est décédé en 1923, a été enterré dans son tombeau qu'il avait construit dans l'église des Roumains orthodoxes au Vieux-Caire. Habib Gabriel, seul fils. Il s'agit d'Henri, né en 1890, qui a fait un doctorat des droits en France en 1915 et un magistère de l'histoire égyptienne en 1911. Après le décès de Habib Pacha El-Sakakini en 1923, ses héritiers ont donné le palais au gouvernement et notamment au ministère de la Santé pour le transformer en un musée de la médecine. Ibn al-Haytham, né en 965 en Irak où il reçut sa première éducation et décédé au Caire en 1039, fut sans doute l'un des plus grands physiciens de l'islam. La plupart de ses recherches concernaient l'optique géométrique et physiologique. Il développe de façon originale l'optique théorique et expérimentale. Son traité d'optique Kitab al-Manazir aura une grande influence jusqu'au XVIIe siècle. L'œuvre d'Ibn al-Haytham recouvre plus d'une centaine d'ouvrages dans les domaines des mathématiques, astronomie, physique et même philosophie. Ses apports ont été particulièrement importants en optique, où il obtint des résultats totalement nouveaux, en rupture avec les théories grecques. Dans son livre Kitab al-Manazir, le livre de l'optique, référence pour toute la physique du Moyen-Âge, Ibn al-Haytham expose ses théories sur la vision et la lumière. Il étudie avec précision l'anatomie de l'œil et établit que les rayons lumineux se dirigent en ligne droite de l'objet vers l'œil et non le contraire. Il observe également les phénomènes de réfraction et diffraction de la lumière. En astronomie comme en mathématiques, Ibn al-Haytham reprend et améliore les théories de ses prédécesseurs. Il a tenté de mesurer la hauteur de l'atmosphère et a constaté que le crépuscule est dû à un système de réfraction.
Ses méthodes de travail, particulièrement modernes, puisqu'il adopte une approche mathématique et expérimentale des problèmes, ont fait de son œuvre l'apogée de la physique arabe qui influença grandement des scientifiques comme Roger Bacon et Kepler. De retour pour clôturer cette première tournée des scientifiques musulmans. Ibn al-Haytham, Ismaël. Oui, alors Ibn al-Haytham aussi, c'est un grand scientifique arabe. Il est né à Al-Basra, c'est en 300, Al-Basra, c'est 354. C'est au milieu du 4e siècle après l'émigration du prophète Mahomet. Et pour ça, on l'appelle comme Abul Hassan Ibn al-Haytham al-Basri. Mais après ça, il a vécu au Caire. Il reste toute sa vie là-bas au Caire jusqu'à sa mort. Le Caire était à regrouper tous les scientifiques oui, arabes. Oui, bien sûr. Et même, comme déjà dit Ibn Nafis, il y a beaucoup de grands scientifiques qui ont vécu ou qui sont vécus au Caire pour longtemps, c'est jusqu'à leur mort. C'est comme Ibn Nafis et Ibn al-Haytham. Et nous avons leurs vestiges, pardon, parce que là, on petite parenthèse touristique, nous avons leurs vestiges. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de trouver les traces de ces grands scientifiques. Je trouvais alors des endroits où il y a les tombes des scientifiques et des historiens. Alors comme Ibn Khaldoun, on a beaucoup essayé de trouver, Asyouti, Al-Makrizi, c'est beaucoup de scientifiques comme ça qu'on cherche de trouver leurs tombes et tout ça. Oui. C'est toujours au Vieux-Caire. Toujours au Vieux-Caire. Ce Vieux-Caire, c'est à côté le cimetière de Fostat, c'est pas loin de là-bas. Il y a beaucoup de tombes comme ça. C'est pas loin de la tombe de l'imam Al-Shafi'i. Je vous ai dit, le Vieux-Caire à visiter obligatoirement. Alors, Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham, alors, donc, il se rattache beaucoup de l'optique, aux sciences optiques. Ibn al-Haytham, il a beaucoup lu les volumes ou les idées grecques et romaines. Mais il a trouvé une grande faute qu'il parle. Parce que pour eux, concernant les optiques, qu'ils ont dit, comme une théorie qui était répandue pour longue période, que la vision, ça arrive par les yeux vers le corps visible. Mais ça, c'était une fausse idée qu'il a réalisée. Donc, il a trouvé que la vision, ça arrive quand l'œil regarde quelque chose et les rayons qui reflètent par le corps visible sur l'œil ou sur les yeux. Ça, ce qui fait la vision de la personne, mais pas par les yeux. Et il a fait comme une preuve de ça quand on est dans un endroit sombre, au ténèbres. On ne regarde rien parce qu'il n'y a pas de force des yeux qui regardent à l'ombre. Et c'est-à-dire que c'est les rayons qui sortent ou qui reflètent de ça, c'était une idée très importante dans les sciences optiques et je pense que ça suffit pour Ibn al-Haytham juste de nous parler sur cette théorie-là qui était très efficace pour les sciences après ça. Non seulement les sciences optiques, mais l'appareil photo, caméra. Oui, c'est tout ça se rattache de cette idée-là, de comment faire l'appareil de photo et les caméras et le tournage de films. Et tout ça, tout ce que vous faites maintenant, c'est dépend sur cette idée-là pour l'invention des appareils de photo et les caméras. Elle est venue au Caire par la demande de Hakim Ba'amrillah, celui qui aussi connaissait bien la réputation de Ibn al-Haytham, donc pour faire beaucoup de projets pour améliorer l'Égypte, pour le Nil, pour faire un Nilomètre, pour faire beaucoup de choses. Donc il reste en Égypte jusqu'à sa mort après ça. Abou Bakr Mohammed ibn Zakaria al-Razi, connu sous le nom al-Razi, est un savant pluridisciplinaire qui a énormément contribué au domaine de la médecine, de la chimie et de la philosophie. Il excellait dans le domaine de la médecine. Al-Razi introduisit des pratiques radicalement nouvelles dans le soin des patients et la formation des médecins. Il distinguait trois aspects de la médecine: la santé publique, la médecine préventive et les maladies spécifiques. Il initia la pratique des visites au chevet des malades avec ses étudiants et insistait sur la nécessité d'une formation continue au cours de la vie du médecin.
El-Razi est reconnu pour ses talents d'observation alliés à une grande rigueur scientifique. Il joua un rôle fondamental dans le développement de la méthode clinique, attachant une grande importance aux signes cliniques, mais aussi à la symptomatologie. Il insistait sur l'importance d'allier le savoir théorique à la pratique clinique. On peut à juste titre le considérer comme un père fondateur de la thérapeutique iatrochimique, qui veut dire l'usage de substances chimiques pour soigner des maladies. Il œuvra aussi pour la constitution de la pharmacologie comme discipline médicale à part entière, et le chapitre qui est consacré dans son traité Kitab el-Hawi restera une référence jusqu'au XVIIe siècle en Europe. Et pour clôturer, nous avons Abou Bakr el-Razi. Oui, le Razi, Abou Bakr, alors aussi c'est un autre grand scientifique. Elle se rattache beaucoup de la médecine. Les médecins le font au début, même avant Ibn Sina. Même avant Avicenne, parce qu'Al-Razi, il a fait beaucoup de bases et beaucoup de principes. Encore, il a fait un livre très très important qui s'appelle le livre Al-Hawi. Al-Hawi, c'est une grande encyclopédie qui parle de maladies, de remèdes, de médicaments, de comment traiter avec les maladies. Aussi, il a bien parlé sur la chirurgie, d'opérations médicales. Al-Razi, il était un homme encyclopédique, comme il était alors décrit par les scientifiques et par les médecins. Razi, c'est quelqu'un de très grande valeur pour développer la science de médecine à travers l'histoire. Donc c'est la fin d'une première tournée avec notre spécialiste en histoire de religion, Dr Ismaël Hamed. Alors Dr Ismaël, nous avons des livres, ce sont votre écriture, hein, votre rédaction. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? C'est en arabe pour les arabophones. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui, alors ça c'est le livre le plus moderne, le plus récent de moi, ce qui parle de l'histoire du monde. C'est en bref que je raconte alors sur l'histoire des civilisations anciennes, pharaoniques, babyloniennes, assyriennes, de l'Inde, de la Chine, la civilisation romaine, grecque, arabe, et puis maya, inca. C'est beaucoup de civilisations dans l'histoire humaine. C'est un autre livre qui parle sur les tribus arabes, aussi qui raconte concernant l'Ansab al-Arab. C'était une grande science pour les Arabes. C'est quelqu'un qui se rattache oui, de leur... La généalogie. La généalogie, oui, c'est comme ça. C'est un autre livre, c'est un petit qui parle sur les commandants ou les généraux militaires les plus importants de l'histoire à travers l'histoire islamique. Que je vais prendre plaisir à lire d'ailleurs. Bien sûr, c'est bien sûr. Oui. Merci Dr Ismaël Hamed, merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition de la culture religieuse. Je vous retrouve dans 2 semaines, même heure, donc tous les mardis à 12h30. N'hésitez pas à nous avons notre page Facebook que nous allons mettre en bas de l'écran. N'hésitez pas à venir faire vos suggestions et commentaires. Je vous remercie, je vous retrouve très bientôt. Assalamu alaikum.